des écrits qui traînent dans les armoires et dont on s'intéresse de temps en temps, puis on les oublie pendant plusieurs années. Et par hasard, ils sont tombés dans les mains d'un ami qui était professeur à l'université de Lausanne et qui a trouvé extrêmement intéressant les propos de Gabriel. Et puis non seulement il est agriculteur, il a fait également une carrière d'officier puisqu'il est fini colonel du régiment 6. Et il aimait bien jouxter un peu ses activités entre l'agriculture et un monde qui était plus pimpant. Alors l'incendie d'Arba. L'incendie de 1924 à Arba s'inscrit dans la liste des grands sinistres qui ont ravagé nos villages valaisans entre les années 20 et 40. Euseigne, Blitzingen, Arba, Torgau. Ces incendies catastrophiques anéantissaient des villages ou des hameaux entiers. Ils étaient assez importants pour susciter la générosité publique sous forme de quête nationale en faveur des sinistrés. Les incendies valaisans frappèrent l'opinion publique suisse par leur répétition. Pourquoi alors tant d'incendies ? Il faut y voir tout d'abord les risques accrus du fait d'installations électriques récentes et fort primitives, source permanente de court-circuit. L'amélioration de l'habitat par l'aménagement de chambres supplémentaires chauffées par des fourneaux à bois dépourvus de conduits à fumée sûre. L'emploi de rares appareils ménagers dont le fer à repasser électrique, bien plus dangereux que l'antique fer à charbon de bois s'éteignant tout seul. Bien sûr, l'étonnante désuétude des moyens de lutte sur lesquels je reviendrai plus tard, ainsi que l'extrême proximité des bâtiments, les uns par rapport aux autres, et l'amoncellement de produits inflammables tels que fourrage, paille, bois, fascine. Arba, juillet 1924. Il devait être 8 heures du matin quand ma mère nous appela à Délon, au Mayen. Le temps était beau, calme. Le village était vide de tous ses habitants valides. Les familles étaient au Mayen, les foins étaient engrangés. Au village, toute la population, ou presque, était aux vignes pour les effeuilles. Il se trouva quand même quelqu'un pour sonner le tocsin, que j'entendis au Mayen, alors que maman était probablement déjà à mi-chemin. La flamme succéda très tôt à la fumée et tous les yeux de la population des Mayens suivaient, horrifiés, la danse des flammes violentes et si haute que le feu d'artifice des bois secs lancés au loin, hors du brasier, se voyait depuis les Mayens. Hormis les habitants du quartier de Ona, personne ne pouvait se sentir à l'abri. Ceux qui étaient sur place, le curé, le juge français et quelques autres, mesurèrent immédiatement l'ampleur du danger et commencèrent, là où c'était possible, à sauver les objets les plus précieux ou les plus indispensables qu'ils apportèrent pêle-mêle dans les vergers voisins. Ils utilisèrent aussi le seul téléphone du village, chez Adrien Torrent, qui tenait épicerie dans l'actuel chalet Valrose, pour alerter les pompiers de Sion, d'Ayen, de Grémisois et de Savièse. Les pompiers d'Arba, une fois regroupés, venant qui des champs, qui des vignes, et après que de l'eau ait pu être amenée sur place par les bis d'arrosage non prévus pour cela, mirent en marche la grosse pompe. Cet engin, actionné par plusieurs hommes, 4 à 8, rendit de grands services, mais que faire contre un feu déclaré au centre d'un pâté de maisons enchevêtrées les unes aux autres, toutes en bois, avec les granges pleines de foin. 2 autres pompes en bois furent hissées sur les toits. Elles étaient ravitaillées par des seaux d'eau transportés à la chaîne depuis les fontaines publiques. Ces engins primitifs permirent néanmoins de refroidir les ardoises des toits les plus menacés par les projectiles enflammés jaillissant du brasier. Les pompiers de Sion, parce que bien équipés, contribuèrent le plus à circonscrire le sinistre. Partis de Sion dès l'alarme, à pied, et la pompe tirée par 4 chevaux, ils arrivèrent à Arba dans un délai utile
et leur pompe, probablement une pompe à bras, fit merveille, m'a-t-on dit. Les pompiers des villages voisins firent de leur mieux, mais les conditions d'engagement étaient les mêmes que pour ceux d'Arba. Ils durent tout d'abord rassembler les hommes absents du village. Le feu avait pris dans la maison Bonvin, qui était immédiatement au-dessous de chez nous. Trop exposée dès le début, notre maison ne justifiait plus la lutte par les pompiers. On sauva fort peu de choses. La table familiale, un meuble faisant office de bureau, un rouet et de la lingerie faite de cette solide toile tissée au village. Quand je suis descendue au village le lendemain ou le surlendemain, toutes les pompes étaient encore en alerte, continuant à arroser les décombres, particulièrement les tas de foin calcinés, incandescents et encore prêts à se réanimer au moindre vent. Après le désastre, le premier souci fut de trouver un toit provisoire. Heureusement, les familles se trouvaient au Mayen. Femmes et enfants avaient là-haut des habits et des vivres pour quelques jours. Leurs séjours furent prolongés un peu après l'Inalpe pour les sinistrés. Chacun trouva une famille accueillante ou un toit provisoire. Chez nous, après un séjour de quelques jours dans la maison du grand-père, nous avons pris nos quartiers dans la maison toute neuve des frères Bonvin, où se trouve l'actuel café Bonvin. L'ancienne maison. Ces souvenirs remontent à 1924. J'étais dans ma 6e année et au printemps, suivant les règles de la transhumance, je quittais la maison heureux d'aller au Mayen, à Procatroué d'abord, puis à Délon, tout là-haut, le plus beau coin du monde selon ma vision enfantine. Le chalet, construit sur un promontoire, domine le Mélèze séculaire, toujours debout, malgré les outrages des ans. Cet arbre était à la fois notre instrument de jeu et le lieu de prière devant la petite Vierge nichée dans l'écorce du géant. La maison, je me souviens bien d'elle, comme aussi de la grande tristesse que je ressentis à ne retrouver qu'un immense amas de débris calcinés et fumants. Tout ce qui a été sauvé de l'incendie consistait en un bureau dressoir en mélèze, fabriqué par mon père, et une très vieille table en noyer. Le hameau de Piadella était le centre du village, avec l'ancienne église, l'école et la maison de commune. Notre maison faisait face à l'entrée principale de l'ancienne église. On entrait dans la cuisine, ce local vaste et sombre où les repas étaient cuits ordinairement sur l'âtre. Chez nous, papa avait modernisé un peu les choses en y installant un fourneau potager et de l'eau. En règle générale, les gens allaient chercher l'eau avec des récipients à la fontaine publique. C'était souvent la tâche des enfants. Je crois me souvenir que 3 autres familles avaient l'eau à domicile, mais hors de la maison. Les autres adductions d'eau faites en consortage sont venues plus tard. Quant à l'adduction d'eau potable communale, elle s'est faite après la guerre 40-45. L'assurance incendie était déjà généralisée et à ma connaissance, la plupart des immeubles brûlés étaient assurés, mais la couverture était dérisoire. Chez nous, l'assurance était relativement bonne par rapport à certains voisins et mes parents reçurent 9 000 francs d'indemnité. Malgré la relative modicité des coûts de construction d'alors, c'était bien peu pour reconstruire une maison d'habitation, une grange et une écurie, ainsi que pour reconstituer le mobilier et l'habillement. Je me souviens avoir entendu dire à mon père que l'assurance avait permis de reconstruire la grange et l'écurie. Cela explique aussi pourquoi tous les foyers ne furent pas reconstruits, ce qui n'aurait d'ailleurs pas été possible au même endroit. En effet, sur 9 familles sinistrées, 5 seulement reconstruire au Piadella. Il est compréhensible que dans de telles conditions de dénuement, on ait organisé une quête nationale de fonds et d'objets. Ce fut une des dernières quêtes du genre, car l'incendie d'Arba provoqua une mise à jour des polices d'assurance et l'adaptation des couvertures d'assurance à la valeur réelle. La quête procura des fonds assez modestes, mais par contre meubles et habits affluèrent. La répartition aux intéressés se fit par l'autorité communale et à ma connaissance de manière équitable. Je me souviens surtout des habits reçus. Ils provenaient des 4 coins de la Suisse et n'étaient guère conformes à la mode stricte de l'habillement dans les villages montagnards.
Moi-même, fort sensible à la mode locale, je vais porter 4 contre-cœurs des vêtements à la mode de Zurich, fussent-ils de la meilleure qualité. Mon frère Marc n'était pas si compliqué, et il ne rechigna point à porter des pantalons golf balois, un chapeau, appenzellois et un manteau, que personne ne portait alors. Toutes ces choses furent cependant très appréciées, et c'est encore un sentiment de sincère gratitude qui m'anime quand je pense à ces ballots d'habits, à ces meubles, aux ustensiles de cuisine et autres objets utiles dont nous étions d'un coup totalement démunis. J'entends encore le rire de ma mère qui était de nature joviale, en découvrant dans son butin des objets de cuisine ou autres parfaitement inconnus et dont elle se demandait à quoi ils pourraient bien servir. Il fallut penser à reconstruire. Des personnes âgées se contentèrent d'un toit modeste, souvent chez de la parenté, d'autres s'établirent ailleurs. L'épopée de la reconstruction pouvait commencer, et c'en fut bien une, car les premiers immeubles furent construits avant qu'une route carrossable relie Arba à la plaine. 5 maisons d'habitation avec grange et écurie furent construites entre 24 et 27. L'idée d'avoir recours à un architecte ne leur est même pas venue, tant la construction dans les villages de montagne était affaire de routine. Mon père, par sa profession accessoire de hongreur... C'était le hongreur qui castrait uniquement des cochons, des gros cochons. Et donc, par son métier d'accessoire de hongreur, mon père parcourait tous les villages valaisans de Trien à Tourtemagne. Il voulut, sur la base de ses observations, construire mieux qu'avant, tout en respectant le cadre local. S'étant lié d'amitié avec un maçon italien, Jacques Saldini, pendant la construction de l'église en 1914, il eut l'idée de le rechercher, ainsi que son frère Louis, dans la région de Bergamo. Ce fut une chance pour Arba de trouver ces maçons, car Jacques Saldini s'occupa de diriger le chantier. Les préparatifs. Aujourd'hui, le processus est simple. En 1924, les choses se présentaient bien autrement pour le maître d'œuvre. Il devait avant tout mettre les matériaux nécessaires à la disposition des artisans. Mon père s'adonna à cette tâche avec ardeur pendant 2 ans. Pendant ce temps, l'essentiel des préoccupations agricoles reposa sur les épaules de maman. Pour comprendre l'ampleur de la tâche, il faut se souvenir qu'Arba n'eut sa route carrossable que dans le courant de l'année 26, ce qui explique la préoccupation de trouver les matériaux en haut plutôt qu'en bas. Les pierres, le sable, les ardoises, la chaux et les bois furent ainsi préparés sur place. Une carrière de pierre était exploitée vers le rocher de Bara, et c'est là que furent prises les pierres pour la maçonnerie. Cette pierre très dure et difficile à travailler fut employée pour la construction des murs, tous en pierre naturelle. Les ardoises, elles, étaient extraites de la carrière du Drahin. C'était un travail de spécialiste qui savait repérer les bonnes veines et pouvait extraire de belles dalles, malheureusement fort fragiles. Une fois transportées au village, elles étaient ensuite hissées sur le toit. À cette occasion, l'entraide était de règle et les voisins ne manquaient pas pour participer à cet exercice. Un toit d'ardoise de cette qualité durait une 20aine d'années. Ma mémoire enfantine dans ce préparatif, c'est la fabrication de la chaux à Délon.
père décida de construire un four à chaud selon la méthode antique. C'était, je crois, en automne 24. J'accompagnai mon père au Mayen et je suivis les travaux avec une grande attention. Un grand trou fut creusé dans le sol, puis les pierres calcaires furent entassées et disposées à la manière d'un four à pain, le tout recouvert de terre. Puis, dans ce four improvisé, un feu d'enfer fut entretenu pendant une bonne semaine. Des arbres entiers passèrent dans le brasier. Ensuite, une fois la masse refroidie, la chaux mise en sac était descendue au village au moyen de chargos. Furent coupés dès l'automne 1924 et amenés autant que possible dans les scieries à Arba ou à Aïa. Je me souviens être allé un jour au chantier de Dordogne avec ma mère et je garde un souvenir bien précis du travail qui s'y faisait, surtout du travail de la scie. Un homme était juché sur une bille et tirait l'énorme scie vers le haut, tandis que deux autres tiraient l'engin vers le bas, projetant des sillons de sciure au sol. Ce travail n'était pas rare à l'époque. Pour les poutres et les madriers dont on avait besoin dans les Mayens et les alpages, il n'y avait pas d'autre solution, sinon le débitage à la hache, qui était aussi pratiqué avec une grande habileté. La liste des bois était complète, sauf la pièce du banc du chat. C'est une poutre ayant presque le double d'épaisseur des autres madriers et qui doit obligatoirement faire toute la longueur de la façade principale à la hauteur des fenêtres où elle fait office de tablette. Les chats s'y étendent volontiers au soleil, d'où son nom. Les fondations. Il fallut démolir les ruines et évacuer l'amoncellement de gravats, de bois calcinés, d'ardoises brisées. Ce n'était pas une petite affaire, car aucune machine n'allégeait le travail de l'homme. C'est à coups de pic, de pelle, de brouette et autres chargos ou luges que le gros des matériaux fut transporté au lieu dit marais. L'effort nécessaire pour creuser les fondations des maisons d'habitation et les granges écuries fut immense. Il explique pourquoi, dans cette région du village, toutes les anciennes constructions ont été faites au niveau du sol, pratiquement sans fondation. De loger les récoltes et les bêtes chez autrui, à un moment où la dernière écurie du village était occupée par vaches, veaux, génisses, chèvres, moutons, porcs et mulets, incita mon père à construire en premier le rural, car nous étions les seuls sinistrés à 100%. Les maçons s'attaquèrent ensuite à la maison des frères Joseph et Adrien Torrent, l'actuel chalet Valrose, où les murs de construction plus récentes avaient résisté aux flammes. Le chantier des charpentiers était mon refuge préféré, surtout depuis que nous habitions au chalet Valrose reconstruit. Notre maison et celle du juge français s'édifièrent simultanément, étant mitoyennes. Les travaux furent facilités par l'arrivée du premier camion en automne 26. Tout le village était aux aguets lorsque l'événement se produisit. Un camion amenait les fers et le ciment pour la dalle principale de notre maison. Au fur et à mesure que les travaux avançaient et que le souci de coordination et de ravitaillement du chantier diminuait, papa prenait une part plus active aux travaux de finition. Il fit lui-même, avec l'aide d'un menuisier, les boiseries des 2 pièces du rez-de-chaussée. Quant aux finitions, elles occupèrent les journées de plusieurs hivers. J'avais alors entre 8 et 10 ans et c'était mon plus grand plaisir d'aider papa pour ces travaux. Enfin, c'est papa aussi qui remodela le fourneau en pierre polaire.
étonné de voir surgir de ma mémoire des souvenirs d'une très grande précision en rapport avec la construction de la maison, je ne suis pas capable de situer avec autant de netteté le moment où nous avons emménagé. Peut-être est-ce parce que cela s'est fait progressivement et que nous vivions déjà dans le quartier, pratiquement en famille chez notre parent Adrien Torrent. Bien que très jeune, puisque né en juillet 1918, ces événements des années 24 à 26 m'ont marqué plus que je ne pouvais l'imaginer avant de rédiger ces quelques notes. Je revois la détresse de mes parents et de nos voisins, accablés par le sinistre et les soucis de toutes sortes. Avoir vécu, observé et compris ce drame constitue une expérience exceptionnelle. Mes souvenirs de la maison natale sont assez précis, alors que mes frères de 2 et 4 ans plus jeunes ne s'en souviennent pas. La maison, pour moi, reste bien celle que mon père a bâtie. Dominus protegat domum, Constantin Robert, 1926. C'est l'inscription que vous pouvez voir dehors, qu'il fit graver sur la paroi, et aussi le vœu qu'il formula pour ses descendants qui y vivraient. Merci pour votre attention.